bonjour et bienvenue à Back to Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là, toujours avec Théodore de Saint-Rémy, un certain journeyman rugbyman. Journeyman, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, mon cher Théo? Mais pas du tout. Moi, je me rappelle le Walk-on Day que j'ai appris avec toi et avec Richard Tarditz. Mais Journeyman, non, je ne sais pas ce que c'est. Journeyman, c'est un monsieur qui fait pas mal d'équipes, en fait. Parce que tu dis souvent, tu as roulé ta bosse dans les équipes parisiennes. Et donc, voilà. Donc, je pense que ça se traduit par un journeyman. Ok, j'ai compris, ça y est. Voilà, c'est bien. Bah écoute, on est super content d'avoir avec nous un special guest, c'est Jonathan Best. C'est un ancien deuxième ligne, troisième ligne, comme on aime bien. Il a commencé et il a fini sa carrière à RCRP, le club du Romain Cerisère. Il a grandi avec Grenoble du fédéral jusqu'à top 14, ensuite à Béziers pour revenir à son club d'origine, le RCRP, pour finir sa carrière il n'y a pas si longtemps. Il a aussi 8 caps avec l'équipe d'Algérie. Et donc là, on est super content de t'avoir ici parce que tu étais avec nous pour l'épisode 49 que j'invite à nos chers écouteurs d'aller retourner écouter pour avoir un peu plus d'informations sur toi et ta carrière et ta façon d'être que j'adore. Et c'est ton 3e fois ici. Et là, on est très content que tu sois là pour notre 150e épisode. Eh ben, j'adore, parce que j'aime bien les chiffres ronds, donc ça tombe bien, d'arriver sur le 150e pile poil. Et j'espère que je serai dans le 1500e épisode de Pack de Potes, avec plaisir. Mais si j'en crois son curriculum, lui aussi, c'est un sacré journeyman, quand même. Parce que non, pas tant que ça. Oui, mais le voyage, quand même, de Romans-sur-Isère à Grenoble jusqu'à l'équipe d'Algérie, le retour, Béziers et tout, c'est un petit voyage, quand même. Ouais, mais c'était un joli voyage et voilà, c'est vrai que avec le recul maintenant les gens te disent est-ce que ça te manque et tout, et très franchement le fait de moins voyager c'est quand même plutôt quelque chose de super positif maintenant et de pouvoir se poser enfin sur mon canapé à regarder et à critiquer devant ma télé. Voilà, tu t'as compris, que tout comme nous. Et là, on est là pour célébrer en fait cette médaille de notre équipe de France. Et en fait, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez, entre vous deux là, est-ce que vous avez un médaille dont vous êtes très fier, un médaille rugbystique? Moi, j'ai un trophée assez rigolo parce que l'année où j'étais à Grenoble, l'année où notamment je suis parti de Grenoble, c'était en novembre 2016, j'avais reçu le trophée du joueur digital du top 14. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là, là. Le trophée qui avait été remis à une seule et unique occasion. Et donc, pour l'éternité, je suis le seul joueur dans le monde à détenir le trophée du joueur digital. C'était un trophée qui avait été fait en imprimante 3D, là, dans une couleur bleue particulièrement pas très jolie. Et d'ailleurs, il s'était cassé dès le soir. J'ai toujours, j'ai toujours dans une valise dans mon garage et c'est rigolo, quoi. C'est excellent. Trophée du joueur digital, c'est pas mal. J'ai vraiment pas mieux, moi. Non, moi, je me rappelle simplement, allez, mon titre de champion de France universitaire, qui est un magnifique, très grand souvenir avec tous nos équipes, tous nos potes de la fac d'Assas en 97. Ça nous rajeunit pas. Mais franchement, quand on est champion de France une fois, quelle que soit la catégorie, c'est pour toute la vie et pour l'éternité. Bah super, en fait c'est marrant parce que j'ai réécouté l'épisode et John, en fait c'est avec le rugby universitaire que toi t'as retourné en rugby en fait. Exactement. Et j'avais été champion de France universitaire, moi aussi, un peu plus tard. Et à l'époque, il y avait même 2 divisions. Nous, c'était en 2002 ou 2003, je dirais de mémoire. Effectivement, au départ, quand j'avais repris le rugby, après avoir fait quelques saisons dans le volley notamment, l'idée, c'était de recommencer le rugby universitaire parce que c'était le jeudi après-midi. On enchaînait sur les soirées étudiantes et ça me laissait mes week-ends libres avec mes potes. Et j'ai ma bande de potes là, avec lesquels on était champion de France universitaire. Ce sont encore des amis, plus de 20 ans après, que je fréquente assez régulièrement pour les mariages, pour les naissances, pour les baptêmes. Et il y a vraiment des liens très forts qui s'étaient créés avec cette équipe-là. Un vrai pack de potes quoi. Exactement. Donc je suis très content de partager ce micro avec deux anciens champions universitaires et vous les gars, vous partagez en fait le micro avec un gars qui a un t-shirt qui dit All-Star Division 2 de foot américain ici en France. Hein. Donc j'ai un vieux t-shirt qui date de 20 ans maintenant quand j'étais sur l'équipe d'All-Star Division 2. Donc je suis très fier, on va dire aussi. Ah ouais, La grosse classe, et je t'ai jamais vu avec moi. Ça m'inquiète un peu. Peut-être que tu rentres plus dedans. Ceci est un autre sujet. C'est un peu petit maintenant. Allez, on va parler tout de suite de tous ces matchs. Un petit rappel de la semaine d'avant. En fait, la France avec une victoire historique, je trouve, contre l'Irlande, mais avec un prix cher à payer, celle de la blessure d'Antoine Dupont. Après, il y avait l'Écosse qui s'échappait contre Pays de Galles, qui remontait à la fin du match, et l'Angleterre qui avait du mal avec l'Italie au début de mi-temps, mais pas à la fin. Donc voilà pour la semaine d'avant, et maintenant on passe à notre semaine à nous. En
fait, le week-end a démarré avec le vendredi soir, mais il fallait que tout allait bien pour nous, la France, pour qu'on soit champion U20 pour les 6 nations. Et voilà, mais tout allait bien. Contre toute espérance, en fait, Pays de Galles a gagné contre l'Angleterre, 23-13. Après, c'est Italie qui a battu Irlande 15-12, incroyable. Et par la suite, nous, on a battu dans un sacré match 45-40, on a battu l'Écosse pour devenir champion Six Nations U20. Oui, ça fait un petit moment que c'était pas arrivé. Les Anglais nous trustaient ce trophée depuis un certain temps. Et là, ce qui est surtout top, c'est que la victoire des Français 45-40 a été quand même acquise de haute lutte. Et je pense que pour eux, ça a été un grand match, une grande bagarre et quelque chose qu'ils ont vraiment été chercher. Il y avait deux équipes quand même assez proches. Et dans le même temps, les Gallois, dont on sait qu'ils ont tellement besoin de beaux moqueurs et de sourires en ce moment, qui se tapent les Anglais chez eux. Je pense que là aussi, c'est vraiment la petite note d'espoir dans le naufrage du rugby gallois en ce moment qui fait un bien fou. Puis nous, quand quelqu'un tape les Anglais, désolé hein, John, mais on est toujours contents. Enfin, je pense qu'il faut que tu le saches. Ah non, mais je dis souvent à Thierry, voilà, gagner le tournoi Destination sans battre les Anglais, c'est pas tout à fait gagner le tournoi Destination. Donc ça, j'en reparlerai peut-être à la fin. Mais donc, je suis toujours content de les voir perdre. C'est méchant, c'est mauvais, mais c'est comme ça, voilà. Ouais, ce qu'il faut constater, c'est qu'on voit quand même chez les moins de 20 que il y a une belle performance, en tout cas chez les seniors, notamment de l'équipe d'Irlande, et qui cherche un peu sa vague, là, notamment sur la relève, puisqu'ils ont terminé dernier du tournoi. Après, à noter quand même aussi la belle performance depuis quelques années de l'équipe d'Italie des moins de 20, et qui annonce quand même des belles générations. Alors pour l'instant, ça a du mal à se transformer, chez les grands notamment. Mais voilà, pour en revenir aux Français, effectivement, qu'on les suit, parce que ils ont des belles performances depuis quelques années. Et pour revenir sur les Anglais notamment, qui se privent du Grand Chelem en perdant au Pays de Galles, alors que c'était pas prévu à leur tableau de marche. Effectivement, ça nous offre, on va dire, sur un plateau. En plus, les Français ont joué en dernier dans la programmation, donc ils savaient qu'en cas de victoire, ils seraient certains de gagner ce tournoi. Et ça veut dire qu'il y a un beau vivier quand même pour notre équipe de France. Et ça, c'est génial. Voilà, le travail qui est fait en Pro D2 en top 14 permet aujourd'hui d'avoir des joueurs d'avenir. Et ça, c'est top pour la continuité de nos performances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on vit sur les victoires qu'on a eues en U20 des années avant. Ouais, c'est clair, puisqu'il y a tout un tas de générations qui sont passées. Il y en a qui ont un peu du mal à enchaîner avec les grands. Je parle par exemple de Lenny Nouchi, capitaine de Montpellier, qui avait été capitaine notamment des moins de 20, et qui s'est beaucoup entraîné avec l'équipe de France là pour le tournoi, et qu'on devrait, je l'espère, assez rapidement voir avec les grands. Mais ouais, c'est vraiment top. Et puis ça joue bien. Je vois moi une certaine maturité quand tu regardes le tournoi des moins de 20, tu te dis voilà, Ah oui, c'est déjà très très solide. Ouais, c'est des gamins qui ont déjà gagné en maturité, alors que voilà, il y a quelques années, tu voyais vraiment que c'était encore des bébés, des poupons, alors que maintenant, voilà, ils sont déjà prêts effectivement à affronter le très haut niveau. Ils ont un plus grand barbe que la mienne. Allez, on passe à samedi, toute une journée de rugby. Ça démarrait avec Italie contre Irlande. Il y avait le Ireland Call à Rome par la dame en fait, de Tintin, Bianca Castafore, je dirais. Crowley était en 10, c'est plus Prendergast. Taj Furlong, le pilier immense, est de retour pour Irlande, tout comme James Lowe qui était absent la semaine dernière. Une seule victoire en 24 ans pour l'Italie face aux Irish, donc ça va être un exploit ou pas, mais au moins le public italien le croit. Match assez égal pendant 12 minutes, petite interception de pilier Fischetti avec son coup de pied à suivre, alerte pour les Verts, et l'attaque d'Azuré arrive, Menoncello perce avec un offload comme un kiwi, Garbassi avec le coup de pied magique, Monti Iane dans le coin pour laisser 7-0. Ça commence bien. Encore un ballon perdu par les trèfles et encore un percé de 50 mètres de Menoncello, mais en avant. Ça réveille côté vert, Penantouche molle et quelques charges plus tard, essai pour eux, mais essai refusé. Gros défense des Italiens pendant longtemps, mais Kylian va finalement égaliser 7-7 à 24 minutes. Ione montre qu'il est content d'être là, d'être de retour, avec un gros plaquage sur Hanson. L'Italie n'a pas peur de tout. James Lowe intercepte, mais en avant après. Irlande un peu exaspérée, je trouve. Sébastien Negri, qui est un deuxième ligne et pas un Negroni, qui est un très bon cocktail, il va sortir et c'est très dommage pour l'Italie, car lui, c'est 110 kilos de méchant vieux école. Le 9 lion Pagerello, il cavale. Les Irlandais sont fautifs et ça donne des points aux Italiens, 10-7. Ça va bien pour les Italiens, jusqu'à leur capitaine Lamero fait un gros bêtise, assez étonnant, carton jaune et essai direct, 12-10 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, les Italiens essaient de tenir encore les 8 minutes à 14 sans prendre un essai. Hansen et Ringrose avancent, mais l'opportunité est ferme. Difficile de résister face à la fameuse penalty molle des Irish, 10-17.
Lamaro, il va revenir, mais Vincent va sortir avec un autre carton jaune pour un plaquage dangereux. On ne peut pas gagner face aux Irish avec 2 cartons, les gars. Un essai pour Irlande est annulé. Les Irish ne brillent pas pour l'instant. Il faut dire qu'il n'y a que Gibson Park et peut-être Hansen, maybe Sheenan, qui semblent de bien jouer. O'Mahony et Aki vont entrer pour Irlande. La jaune va finalement devenir un rouge, donc les Italiens doivent faire encore 10 minutes à 14. Et tiens, les 3 personnes que je viens de citer, ils m'ont marqué les prochains points. Gibson Park avec le passe au pied, Hansen avec le volley pour Sheenan qui va le marquer 22-10. Ange Capozzo avec de la crasse et de la grâce, il esquive, accélération, coup de pied. Et c'est le 9 remplaçant, Varney, qui va la marquer. 22-17. J'avais pensé que ce match était fini, mais pas du tout. 15 minutes à jouer encore. Varney avec quelques chandelles bien tapées. Lowe qui a une opportunité sur le côté gauche, mais il est assez silencieux dans ce match. Ireland va avoir le ballon sans faire grand-chose. Maintenant, dans les dernières minutes, ils ont l'opportunité de gagner chez eux, les Italiens. Ils sont sur le 22, mais James Lowe va tuer l'action. Dernière action, mais non, ce match va finir avec encore un faute bête des Italiens. Match frustrant pour tout le monde. Irlande qui gagne 22, Italie 17. Je crois que les Italiens n'ont pas pris conscience du fait qu'ils étaient quand même pas très très loin de faire un superbe exploit. Hein. On a vu des Irlandais pas très très bons, pour tout te dire. Hein. Avec la seule réponse qu'ont proposé les Irlandais, c'est des ballons portés. Hein. Je crois que c'est triplé de leur talonneur, si je dis pas de bêtises. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis. Voilà, les Italiens que j'ai trouvé parfois très maladroits, très mauvais, hein, contre nous notamment, qui là auraient pu faire quand même un des beaux exploits. Alors je pense que l'Irlande aussi avait un peu fait tourner alors sur quelques postes, et puis surtout il y avait aussi une vraie problématique, je pense, de mal à la tête suite à leur défaite à domicile face aux Français. Donc est-ce qu'il y a vraiment un enjeu, un intérêt sur ce match-là? Est-ce qu'il y a des enseignements à tenir? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, les Italiens ont répondu présent, ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Malheureusement, on sait aussi ce qu'ils font très souvent, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables de gagner ces matchs-là qui auraient pu compter pour l'histoire quand même pour eux. Ouais, c'est désolant pour les Italiens parce que je pense que ces Irlandais étaient ultra prenables. Comme tu dis, ils étaient encore un peu groggy de la défaite de la semaine dernière. Ils avaient quand même changé Prendergast par Crowley. Ils ont des joueurs qui sont quasiment en tournée d'adieu un peu là. Hein. Ils font leur dernier match sous le maillot, etc. Les mecs, ils sont quand même la tête ailleurs. Et la fin de match pour les Italiens, le dernier quart d'heure est complètement désespérant. Ils perdent de 5 points, ils ont toutes les occasions pour gagner et ils nous ont habitués sur ces dernières années à venir quand même nous surprendre contre d'autres équipes britanniques, à venir verrouiller ces matchs-là, à les gagner. Donc pour moi, c'est vraiment une grosse déception pour eux. Venir mourir aussi près face à une équipe aussi prenable en faisant autant de conneries dans les 20 dernières minutes. Voilà, gros mal de tête pour Quesada sur la vidéo parce que ça dénote une sorte de plafond de verre où ils ont un truc qui leur tend les bras, ils viennent valider une étape de plus, allez, on tape les Irlandais à la maison, on va dire ils se sont pris une droite par les Français, ils sont un peu groggy, on leur met un direct du gauche, terminé, tout le monde rentre à la maison. Pour moi, ça leur tendait les bras. Donc, malheureux pour eux. Néanmoins, toujours admiratif du talent du Grenoblois Ange Capozzo, qui n'a d'italien que le nom, parce que, comme on sait, c'est un petit Français, mais qui fait Voilà, c'est un peu le chouchou, je crois, de l'équipe d'Italie. Il est adulé par les fans. Et pour lui, je trouve que c'est une aventure géniale. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair, c'est très impressionnant ce qu'il est capable de faire sur des tout petits espaces, parce que quand tu regardes son gabarit, tu te dis aujourd'hui, il n'a pas sa place. Ouais, il a pas sa place dans le rugby de très haut niveau, et finalement, il arrive toujours à faire des différences. Et voilà, moi je le trouve assez exceptionnel, très lucide, très humble aussi, puisqu'il est revenu dans la région il n'y a pas très très longtemps. Ils ont inauguré son stade dans une toute petite ville à côté de Grenoble qui s'appelle Pont-de-Clé. Donc ils ont donné le nom du stade Ange Capozzo, et il est venu, il a été sympathique avec tout le monde, il a signé des autographes, il est resté très longtemps. Avoir un stade à son nom à 26 ans, c'est un truc qui n'aurait pas pu m'arriver, moi. Je trouve ça sympa, mais manifestement, personne n'a encore fondé le stade le Grand Théo. On l'attend toujours. J'ai un petit bout de terrain, je vais le faire un petit nom, tu vois, un petit plaque Théo, stade de Théo. Mais pour dire voilà l'humilité de ce garçon-là, qui je pense pendant très longtemps a hésité aussi entre la France et l'Italie, et voilà, et qui regrette pas son choix parce que évidemment c'est aujourd'hui une idole pour les Italiens. Et voilà, ce qui n'enlève rien, c'est que c'est un beau garçon, propre sur lui, voilà, très italien dans la classe et aussi très performant sur le terrain. Et puis très honnêtement, s'il avait opté pour l'équipe de France avec les clients qu'il y a aux allées à l'arrière en ce moment, ce serait quand même compliqué pour lui. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, voilà, c'est un choix qu'il a fait. Il a quand même fait aussi les moins de vents en Italie.
Mais voilà, je pense que l'Italie est aussi très contente de l'avoir récupéré dans ses rangs. Pour moi, ce qui était étonnant quand même, c'est Menoncello qui juste, je trouve incroyable. À chaque fois, il a fait quoi? Deux percées de genre 50 mètres dans ce match-là. En C'est défense, un il soulève super des joueur. gens deux fois sa taille. Mais je sais pas si c'est pas lui qui avait été élu joueur du tournoi l'année dernière, hein, si je dis L'année pas de dernière, oui, conneries, oui, ouais, c'est oui. ça, joueur du tournoi. On se rappelle avec le match nul notamment des Italiens en France. Mais ouais, ils ont. Je pense que la faiblesse aujourd'hui des Italiens, c'est quand même leur pack de devant. Ils n'arrivent pas à rivaliser, mais derrière, voilà, ils ont des atouts quand même pour performer. C'est un tout petit peu comme l'Écosse, mais on va parler de ça plus tard. Exactement. Allez, on va passer à Angleterre, Pays de Galles. Il y a quelques noms bizarres chez des English, donc c'est Roebuck et Dingwall par exemple. Les Dragons, au moins cette équipe, ils ont organisé beaucoup d'expérience dans ce tournoi. Nettement meilleure performance depuis que Warren Gatton n'est plus là. Attends, j'ai rien dit parce que ce match c'est autre chose. 2 minutes 30 pour les avants anglais et ils vont mettre déjà un essai par le capitaine Itoge, 7-0. Allez, le petit 15 rouge quand même qui va marquer un essai individuel super sympa, mais ça tient pas au niveau des inspections de la vidéo. Les Anglais sont en mode accéléré pour ce début de match, mais les gagnés, Penantu sur le côté gauche, essai sur le côté droite, c'était l'allié Roebuck. Pas beaucoup de solutions pour les Diables Rouges, assez stériles pour être honnête, sauf que Wainwright y chauffe un peu. Les Rouges reculent sous la pression, Murray voit un peu de soleil, après un chip and chase, mais c'est Cohen Dickey de Talonner qui arrive à faire un petit claquette sur les pieds, et hop, ça passe pas. Le 9 anglais Mitchell fait toujours en avant dans ce début de match. Marcus Smith, par contre, lui, toujours électrique. Ça reste un peu de brouillon pour les Anglais. Les Gallois en profitent. Pénalité, touche, et après, tous les avants vont tenter. Et finalement, c'est Ben Thomas le centre qui va mettre l'essai. 7-14, toujours pour l'Angleterre. Les Anglais vont trouver l'accélérateur. Et quand ils veulent, ils sont inarrêtables. Et c'est très facile pour Freeman. Ben Earl va étouffer le prochain attaque des Rouges avec son effort en contest. Et encore Marcus Smith et Roebuck qui sont dangereux sur le côté droit. Mais c'est un avant qui va marquer le prochain essai. C'est Cunningham South. Et un autre pour un mec avec 50 caps, le pilier Stewart. 33-7 pour le mi-temps, sans trop de contest. Deuxième mi-temps, et encore un en-avant de 9 Anglais, et paf, Murray à l'attaque encore. Pas de chance, il n'arrive pas à faire son essai, mais au moins, il gagne une place dans l'avion pour les Lions cet été, je pense. Bref, c'est 40-7, et la sieste n'est pas loin. Il faut que je réserve mes forces pour ce soir. Et donc, par pitié, on va s'arrêter là. 68-14 pour Angleterre. Ah, et ça fait mal à la tête. Oui, alors là, ça fait mal partout, hein. Ça fait pas mal qu'à la tête. C'est un score complètement effarant. C'est le score que l'équipe de France, quand elle est complètement maître de son sujet, met à l'équipe d'Italie, même à 3 ou 4 points près. Là où il y a une classe d'écart connue et entérinée. Faut pas oublier que les Gallois, c'est quand même le Grand Chelem 2019. C'est hier. Venir se prendre 70 points à la maison, au Millennium Stadium, devant son public. C'est un cauchemar. C'est la 17e défaite de rang. On ne sait plus quand va s'arrêter cette ère catastrophe et dramatique pour les Gallois, en dépit de quelques actions. Moi, j'aime bien Hanscombe qui est revenu un peu de nulle part. On en avait parlé la dernière fois. Là, je le vois à la 24e. Ils sont complètement à l'agonie. Il lâche pas l'affaire. Il vient défendre sur le ballon. Il sauve la patrie. On se dit, c'est peut-être pas mort et tout. Et puis après, en fait, tout s'accélère. Ils ont une mêlée à 5 à la 45e. Tu penses qu'ils vont peut-être faire un truc. Paf, dominé sur la mêlée. Paf, grattage de Curry juste derrière. Et boum, ça repart à l'autre bout du terrain. Ils ont une petite occasion avec Mi à un moment, là, c'est pas Mi ME, c'est Mi MEE, hein, qui a un 3 contre 1 à jouer. Il est gourmand, il garde le ballon. C'est dommage. Voilà, donc rien n'était là. Et en face, on a une équipe d'Angleterre qui a été dans un très grand jour et qui a complètement marché sur l'eau. Et on peut quand même se faire du souci parce qu'ils ont été chercher quelques jeunes joueurs qui, sur ce tournoi, montrent de très, très belles choses. Ils ont une équipe qui devient extrêmement complète. Je trouve qu'ils ont renouvelé leur cadre un peu partout. Freeman, moi, il me fait rêver. Quand il sort, il est remplacé par Pollock. Le mec, il rentre, il met 2 essais. Et en plus, ils ont eu la baraka avec des espèces de coups de bol improbables. Le contre de la tête, là, qui fait un truc complètement bizarre, qui leur donne un essai tout fait, alors que ce serait un en avant dans 99% des cas. Manque de bol, ça rebondit sur la tête. Du coup, il n'y a pas en avant. Ça fait essai. Non, un match à oublier, un cauchemar, envie de pleurer pour les Gallois. Et puis, un peu inquiet de ce que montrent les Anglais. Ouais, moi je vais pas dire grand-chose de plus, hein, si ce n'est que les Gallois, c'est vraiment
le néant, quoi. C'est vraiment le néant. Alors ouais, ils lâchent pas, ils sont là, mais il n'y a rien, quoi. J'ai envie de dire sur le contenu, sur l'intensité, sur la rébellion, même, voilà. Alors c'est pas dans leur caractère, mais nous, si on avait pris 70 points à la maison contre les Anglais, je pense qu'on aurait au moins levé quelques mains vis-à-vis C'est de nos fini tout adversaires. ça, John. Ouais, non, mais il n'y a rien, y a pas de rébellion, il n'y a rien du tout. Le public complètement groggy. Et très franchement, hein, je ne vois pas comment ce Pays de Galles va pouvoir se C'est très sortir inquiétant. le nez de l'eau. Et aujourd'hui, on peut légitimement, si moi je m'appelle aujourd'hui la Géorgie, hein, un champion de deuxième division d'Europe, prétendre à vouloir jouer le tournoi à destination en remplacement du niveau actuel du Pays de Galles, quoi. Sachant que je crois, hein, si je dis pas de bêtises, pendant la tournée de novembre, les Géorgiens sont allés gagner au Pays de Galles. Et donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, la Géorgie, première nation de la Ouais. seconde zone européenne, est meilleure que le Pays de Galles. Donc, c'est vraiment des questions qui pourraient revenir sur le tapis aujourd'hui. Est-ce que le Pays de Galles ne devrait pas aller faire un tour en deuxième division pour essayer de se restructurer, quoi, Alors, hein. ce serait un séisme, mais on a déjà parlé de ça, John, ici. Euh, Thierry, lui, c'est un truc qui est absolument pas possible pour lui parce que c'est un Américain. Les Américains aiment les ligues fermées. Oui. Personne ne Ouais, descend je sais jamais. bien. Mais Je tu sais, vas pas Il voir faut les Lakers continuer à descendre jouer. dans la G-League, c'est pas possible, arrête. je sais bien, mais quand tu parles de système de ligue fermée, tu vois aussi tout un tas de matchs qui servent strictement à rien, hein. Les derniers matchs de fin de saison, que ce soit dans le basket ou dans le foot américain, il y a des matchs qui servent strictement à rien. C'est l'horreur. T'es Et, dans un ventre mou qui sert plus à rien, t'as plus rien à jouer, tout le monde se fait chier. C'est effectivement aussi un cauchemar. Et très franchement, les Gallois, à part améliorer les stats de toutes les équipes contre qui ils ont joué, ils n'ont plus leur place aujourd'hui par rapport à leur niveau actuel dans ce tournoi à destination. Voilà. Donc il faut peut-être imaginer une nouvelle formule qui pourrait potentiellement nous révéler des choses différentes. C'est effectivement pas certain que les Anglais passent 70 points aux Géorgiens remontés à bloc chez eux. C'est pas sûr. Et donc C'est pas faux. peut-être qu'il y aurait plus de spectacles. Enfin. Ouais. Bah, moi, j'étais un peu déçu parce que je trouvais qu'entre Pays de Galles contre Irlande, ces deux derniers matchs, en fait, ils n'étaient pas trop mauvais, en fait, quelque part. Et ils avaient montré un peu, dès que Warren Gatland était fini, bah, en fait, on voyait qu'il y avait un nouveau 10. Le 10, Ben Thomas, il est allé dans sa position de base, qui est le 12. Et voilà, on trouvait au moins des points et ils revenaient dans les matchs. Non, mais c'est vrai qu'ils ont fait 2 matchs présentables. C'est vrai qu'ils ont fait 2 matchs présentables. Et le dernier épisode ou celui d'avant, on disait, ils montrent des raisons d'espérer. Donc là, c'est ça qui est encore plus terrible. C'est que c'est un coup d'arrêt, mais ils se font, mais là, couper les jarrets en pleine course, ça, c'est encore un mot pour toi, Thierry. Tu regarderas, couper les jarrets. C'est pas un truc sur le port, là, on le mange pas, le jarret, non, c'est pas ça? Ouais, c'est possible. C'est ça. J'habitais à Lyon quand même. Allez, ouais, en fait, quelque part, je pense que Théo, je suis un peu d'accord avec toi où ça fait peur en fait par rapport à des Anglais parce qu'en fait, ils n'avaient pas l'air de vraiment essayer très dur pour mettre 68 points, ça semblait assez facile. Non, mais ce qui est fou, c'est quand tu regardes les stats du match, là on les a sous les yeux, hein, c'est de se dire qu'en fait ce match il est équilibré. Si tu te fies uniquement aux data, ce qui est la spécialité de Galtier, tu regardes, tu te dis comment les Gallois peuvent finir à 70 points alors le match a été équilibré sur les statistiques pures et dures, quoi. Donc ça Ils veut ont dire subi que partout, c'est tout le temps. ouais, mais c'est le néant. Ça veut dire voilà, je sais pas comment ils vont trouver la solution, très franchement. Allez, on va passer à un autre match à nous pour cette finale, on va dire, pour le Six Nations 2025. La journée de rugby n'est pas passée comme j'aurais aimé pour l'instant. J'ai un peu le boule au ventre. Peut-être une soirée historique pour Ramos, pour Penaud et Louis Bébé. Le show commence. Finn Russell est sans souci. Il est très relax, plein de sourires. Très joli Flower of Scotland pour célébrer nos 730 ans d'amitié avec les Écossais, même si ce soir, ça va être le combat. Quelques changements pour la France, le coup pour Dupont, bien sûr, qui est blessé, et Ficou, qui est de retour, pour Barassi, qui est blessé, 94 quand même sélections pour lui, et bien sûr notre trio de ouf qu'on a déjà parlé, Ramos, Penaud et Louis Bébé. On peut aussi dire une troisième ligne de dingue, aussi, avec Gros, Bouleran et Aldrit. Le combat démarre et Penaud a mis un tampon tout de suite, les Écossais dans un maillot bleu, il faut dire très moche. Flamand contre, Antonio écrase et le Moll avance et 3 points pour nous. Du coup, avec 3 plaquages à la suite, Antonio il va gratter, Ramos pour Penaud pour Mofana. Il y a de l'envie, mais pas des points. Schumann et Ferguson côté écossais récupèrent le ballon et les Écossais sont chez nous. On chope le ballon et Ntamak va faire 50 mètres, mais ça profite pas. Notre défense tient bon quand même. C'est bien de voir Ficou, je trouve. Gros ballon porté et carton jaune pour le meilleur avant écossais, Jamie Ritchie, mais on perd encore le ballon. Pas grave, Fico au centre, tranquille, pour servir Moefana. Plein centre, 10-0 pour nous. Écosse tape sur la porte, Movaka va faire un petit bobo, on va dire un Zidane light si tu veux, carton jaune pour lui. Peut-être plus. 10-3.
On a joué avec un joueur de plus et maintenant on joue avec un joueur de moins. L'équipe a failli mettre un essai sur un ballon perdu. On prend les 3 points qu'on peut, 13-3. Bravo Ramos qui dépasse Michalak. On n'est pas serein quand même. Heureusement, c'est un carton jaune pour Movaca, chanceux. On tient pas mal en défense, mais le petit Darcy Graham dans un trou de souris servi par Finn Russell, 13-10 toujours pour nous. Movaca et Penaud revient, mais temps fort pour les Chardons toujours. On fait pénalité après pénalité, donc carton jaune pour Gros, le dernier chopé par l'arbitre, c'est lui qui paye pour tout le monde. 13-13. Ça devient 16-13 pour nous. Et puis Blair Kinghorn profite d'un énorme trou de notre défense. Essai heureusement refusé. On reste à 16-13 pour le mi-temps, pour ce mi-temps difficile. Très clairement, cette première mi-temps, moi, j'ai pas reconnu l'équipe de France qui nous avait enchanté lors des matchs en Irlande, en particulier, lors du match en Irlande. On doit très franchement tourner cette mi-temps derrière les Écossais, qui ont bien profité de, je sais pas envie de dire notre apathie, mais je sais pas, j'avais la sensation qu'on a manqué un peu d'énergie. On en a beaucoup laissé sans doute en Irlande, mais on a fait des choses, on a fait des fautes, on est tombé un peu dans la provocation, et très franchement, il faut quand même revenir sur cet incident sur Movaca qui, pour moi, mérite le carton rouge. Et carton rouge à ce moment-là du match, ça peut-être aussi changer un peu la physionomie. Donc je me dis que cette première mi-temps, on tourne devant, plutôt chanceux. Et quand on est revenu en tête en deuxième mi-temps, j'étais persuadé évidemment que ça allait basculer dans notre sens. Mais voilà, il y a eu quand même le truc très français, après une grosse performance en Irlande, de faire un petit peu dodo pendant une mi-temps. Heureusement que l'Écosse n'était pas non plus hyper compétitive, en tout cas sur ce match-là. Et du coup, ça nous a permis de faire un peu mieux. Mais voilà. On a senti quand même ce moment un peu mou en première mi-temps et que ça nous sert de leçon quand même. Parce qu'il y a des matchs importants. On a parfois du mal à enchaîner les matchs de haut niveau et d'autres performances, comme on a pu le voir peut-être lors des Coupes du Monde. Et c'est du travail qu'on doit faire en vue, évidemment, de la prochaine Coupe du Monde. Je te trouve sévère avec les Écossais quand tu dis qu'ils sont pas si bons que ça, etc. Ils font quand même un beau match. Ils ont une ligne de 3/4 de folie. Franchement. Ouais, mais ils sont pas dangereux. Moi, je trouve qu'ils sont pas dangereux, en fait. C'est-à-dire qu'ils jouent, c'est très stérile. Ils ont, sur quelques actions, Kinghorn, on en a parlé, arrive à percer, mais je trouve que devant, voilà, ça respire pas non plus le French Non, flair. ils sont pas dominateurs devant et il manque effectivement de capacité à enchaîner dans l'axe devant. Ça, c'est très clair. On l'a vu. Voilà, c'est pas hyper génial, si tu veux. C'est propre, je trouve ça très scolaire, effectivement, mais c'est surtout dû en fait aux grosses erreurs qu'on a pu faire nous. Moi, j'ai aimé en première mi-temps la passe sur un pas d'Oni Antonio quand même là. Tac, ça m'a rappelé ma jeunesse. J'ai pas réussi à en faire une de toute ma vie en match officiel. J'ai trouvé que évidemment les cartons à nouveau font le jeu. C'est-à-dire que Ricci sort 12e, essai à la 18e, voilà, et puis après Movaca sort 21e, essai à la 29e. C'est incroyable. Quand les équipes se tiennent, que les défenses jouent sur un fil, dès que tu as un surnombre créé par le fait qu'il y a tout simplement un joueur de moins, si les mecs font pas tomber le ballon, souvent ça marque derrière. Donc ça reste quand même pour moi un enseignement. Cette faute de Movaca, qui pour moi est un joueur extrêmement propre, extrêmement intelligent, qui est doté d'une technique, d'un physique, d'un mental, c'est un joueur qui a tout, on l'adore, ici on en a souvent parlé. Cette boulette, pour moi, elle révèle vraiment la frontière entre l'engagement nécessaire, qui doit être absolu, et le contrôle. Et là, on voit bien qu'il y a un déficit là-dessus, c'est quelque chose qui doit travailler. Mais on peut pas avoir à la fois Ramos qui le pousse, lui qui pète les plombs, qui met un coup de boule. Enfin, je veux dire, on n'est pas en Fédéral 3, quoi. C'est n'importe quoi à ce moment-là. Et comme tu dis, ils méritent le rouge, à mon sens. Ils sont extrêmement généreux de ne pas leur transformer en rouge. En tout cas, s'il y avait eu rouge, il n'y aurait rien eu à dire. Et ça aurait sans doute pas été la même histoire. Donc, une première mi-temps ultra mitigée, effectivement. Deuxième mi-temps, je suis surpris de voir Antonio toujours sur le terrain. J'avais l'impression qu'il était blessé. Les Écossais le visent sur le premier ballon. On souffre un peu, mais les dieux de rugby sont avec nous. Finn Russell qui lâche le ballon et voilà Ntamack qui contre. Louis Bébé qui va finir le travail. 23-13. Voilà Antonio qui sort. Le truc avec Darcy Graham au milieu quand même, c'est très dangereux. 46 minutes et le bomb squad français est venu. Moi, je préfère dire la patrouille peut-être. Un peu tôt quand même, je trouve, à 45 minutes. Russell pour Darcy Graham, les Chardons piquent notre défense pour 3 points, 23-16. Je trouve que les Écossais, ils ont vraiment l'oreille de l'arbitre, ils sont toujours en train de parler avec l'arbitre, je trouve. Louis Bébé, to save the day, super travail individuel, qui offre une opportunité à Penaud plus tard, mais trop approximatif tout ça. Allez les mecs. Temps fort pour nous, les ballons portés fonctionnent. Penaud pour Ramos, 30-16. Et là, ça va mieux. Et boum, et bang, Moefana en maître. Il explose Finn Russell et
après, il sort le bras pour marquer l'essai. Mais les Écossais ne sont pas morts non plus. Schuven fait beaucoup de percées en attaque. Van der Mel va soulever Meofu dans un nettoyage. Mais Ramos va coffrer Van der Mel après dans le couloir. Et puis le coup avec un coup de pied de 50 mètres. Van der Mel regagne tout ça avec un seul course à pied. Flamand avec un joli geste en défense, marchant avec le grattage. Et ce match trouve tranquillement son fin. On aimerait un essai pour Damien Penaud quand même, mais en botte en touche. Et on gagne ce match, mais aussi ce 6 nations. Ouais, il faut dire quand même que la stratégie mise en place par Galtier et son staff, de mettre 7 avants sur le banc, a été payante, en particulier sur ce match-là où j'ai senti quand même des avants fatigués. Antonio, pour moi, a fait un match totalement transparent. Je veux dire, le gars, il fait 145 kilos à chaque percussion, et il n'arrive même pas à gagner des mètres. On a Aldrit, que j'ai trouvé pour une fois, on va dire, moyen. Il faut être capable de le dire aussi de temps en temps. Et c'est vraiment, encore une fois, ce banc qui nous a permis de rapporter un peu de peps, un peu de jus. Et voilà, et le match, il a basculé dans cette logique-là. Après, c'est sûr que quand tu as un Louis Bielbiarré qui dépose tout le monde sur n'importe quelle action, on a aussi cette capacité parfois à faire des différences. Moi, j'étais assez déçu de ce match-là parce que je m'attendais à ce qu'on confirme devant notre public, on a envie de montrer vraiment que l'Irlande était une performance qu'on était capable de réitérer. Et je reste un peu sur ma faim. Voilà, c'est une alerte, évidemment, pour nous tous, parce que j'ai dit, là, la projection, c'est vraiment pour l'événement prochain qui nous intéresse, la Coupe du Monde en Australie. Si on n'est pas capable d'enchaîner les hautes performances contre des équipes costauds, on sera jamais champion du monde. Et on sait très bien que c'est la finalité du mandat de Galtier. Et aujourd'hui, moi, il me manque ça. Très franchement, il me manque ce petit truc de me dire, voilà, on met 40 points en Irlande, mais par contre, derrière, on reconfirme face aux Écossais. Et là, il y a vraiment c'est à peu près cette espèce de mélange de trucs très bien et de trucs pas bons du tout, qui fait que un petit goût amer dans cette dernière partie des Français face à l'Écosse. Ouais, un petit goût clairement amer. Pour autant, Boudon bat le plaisir d'avoir vu la victoire. C'était depuis 2022, on l'avait pas eu. Avant, on l'avait pas eu quand même pendant longtemps, entre 2010 et 2022. Donc, c'est pas si mal de gagner le tournoi Destination. Toutefois, moi, comme je dis souvent à Thierry, pour des Français, gagner le 6 Nations en ayant perdu contre les Anglais, c'est pas vraiment gagner le 6 Nations. On peut aussi se plaindre. Alors Thierry, ça le fait marrer. Il dit que je dis n'importe quoi. Ouais, il a toujours pas compris ça. Mais tous les Français comprennent ça, Thierry. Quoi qu'il en soit, sur cette deuxième mi-temps, on a été chercher ce qu'il fallait en passant la surmultiplier. On a un ou deux moments de grâce. Le deuxième essai de Moefana, c'est quand même un cas d'école du rugby moderne magnifique, avec les entrées qui ont fait du bien. T'as Jelonge, il a dû mettre 12 percus en 8 minutes quand il est rentré. Il était totalement survolté. Derrière, après ce truc un peu brutal, t'as la finesse et la vitesse de Louis Bielbarré qui vient prendre un intervalle, faire la passe dans le dos, faire jouer. Moefana qui finit le boulot en partant 3 mecs sur son passage. Bon, c'est quand même des essais d'équipe qui maîtrisent son sujet, c'est incontestable. Oui, mais tu vois, aujourd'hui, on accepte un peu cet entre-deux, tu vois, et quand tu regardes l'équipe d'Afrique du Sud, que ça soit d'un week-end sur l'autre, ils sont capables de réitérer la même intensité sur les 80 minutes du match, et je trouve que aujourd'hui, c'est ce qui nous manque pour espérer pouvoir sauver la Coupe du Monde, qui est quand même vraiment... Ouais, c'est vrai. Et moi, là où je suis complètement d'accord avec toi et où j'ai une inquiétude, tu as cité Antonio qui a fait un drôle de match. On aurait dit un mec un peu sur une jambe. Il était là sans être là. Et moi, je suis quand même très inquiet du renouvellement du poste de pilier droit dans cette équipe de France. Parce qu'aujourd'hui, derrière Antonio, c'est le désert. Je suis désolé, Aldeguerri n'a jamais rien montré, à part au Stade Toulousain où il est quand même très bien encadré. Et quand on a compté sur lui en quart de finale de la Coupe du Monde, il s'est fait rouler dessus par les Sudaf. Je suis désolé pour lui, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, si on n'a pas mieux que Dorian Aldeguerri à mettre en numéro 2 derrière Antonio pour être champion du monde en 2027, moi j'ai grosse question là-dessus et grosse inquiétude. Parce que les Australiens, etc., ils vont aller chercher les piliers à 140 plombes, la venue du Pacifique, je sais pas lesquels. C'est certainement pas nous qui allons sortir ce joueur-là alors qu'on ne le connaît pas. Il faudrait rajeunir de 10 ans Ben Tameifuna, en faire un Français et faire le taulier du poste. Non, mais je te rejoins sur le fait que, par exemple, ce tournoi-là, là, on est dans la préparation de la Coupe du Monde 2027. C'était le moment de tester un peu des piliers droits qu'on a dans notre championnat. Et Antonio, il ira pas jusqu'en
en a peu de Australie chance. en Il a l'air 2027. épuisé, en fait. Il n'a pas la possibilité. Donc, à un moment donné, voilà, c'est aussi cette prise de risque-là que j'attendais de la part de Galtier. Alors, il y avait Tatafou qui était là. Je ne sais pas où est-ce qu'il en était pour la fin de la compétition. Mais c'est vrai, tu as raison. On avait fait monter quand même un certain Laclaya qui était du côté d'Oyonnax, qui était parti du Il côté du n'arrive même pas à Racing. s'imposer au Il a Racing. Pour l'instant, disparu. il n'est pas invité. Exactement, disparu un peu des radars. Et en fait, c'est vrai que derrière tout ça, on se retrouve avec, comme tu l'as dit, le néant. Et on sait très bien que même dans un rugby du 21e siècle, le fait de passes et d'évitement, si tu te fais ouvrir en mêlée, c'est compliqué de gagner les matchs. Hein. On a quand même, Thierry, je prends un tout petit peu d'avance sur le bilan de cette équipe de France. On a quand même des convictions sur quelques joueurs qui sont hors du commun. Pour moi, Thibaut Flamand fait un match énorme. Ouais, la précision, la qualité technique sur les renvois, c'est quand même un geste qui est de plus en plus stratégique dans le rugby, parce que quand tu marques et que tu reprends des points derrière, ou que tu perds le ballon, ou que tu repars sur une période où tu subis, c'est l'enfer. Donc avoir des grands joueurs qui sont très forts sur les renvois, pour moi, c'est une des clés du rugby moderne. Et lui, là-dessus, il est exceptionnel. Kroos au plaquage, mais il est lunaire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui passe. En plus, on voit même pas son visage. On a l'impression qu'il est tout le temps à ras du sol comme un tapis volant, à cisailler tout ce qui passe. C'est absolument dingue. Et on peut quand même tirer notre chapeau à Moefana pour ce tournoi et ce match. C'est un joueur exceptionnel et on le connaissait pas à ce niveau-là. Il s'est imposé dans ce tournoi-là comme un joueur clé derrière qui va, à mon avis, faire la pluie et le beau temps pour un moment à ce poste de centre en équipe de France. Donc ça, en plus des ailiers et des arrières qu'on a, on est quand même content. J'aimerais bien parler de ça parce qu'en fait, quand j'ai préparé, j'ai regardé en fait les tailles des arrières. Et en fait, la plus petite, c'est Darcy Graham, mais en fait, il mesure le même que le coup ou presque Ramos, en fait, tu vois. Mais en fait, les autres, ils sont tous à 1m90 ou 93 et 105 kilos, en fait. En Surtout moyenne, je pense que c'était un truc incroyable. En fait, ils avaient 5 cm de plus et 5 ou 10 kilos de plus en moyenne sur les arrières. Et en fait, ce qui est intéressant, si vous revenez dans le match d'avant, et même contre l'Angleterre, en fait, ils roulaient, les trois quarts, en fait, ils roulaient sur les Anglais, je trouvais. Ils avaient une attaque super sympa. Ils ont presque gagné ce match. C'est que les coups de pied de Finn Russell qui l'arrêtait, en fait. Mais contre nous, en fait, leur attaque, sauf le petit Darcy Graham qui a glissé dans le trou, là, avec le joli passe de Finn Russell, ils ont vraiment pas, même s'ils font beaucoup de kilomètres, surtout Blair Kinghorn, je pense qu'il a quoi, 600, je sais pas combien de kilomètres qu'il a, pas 600, mais 2 mètres, pas de kilomètres. Tu vois, c'est difficile. Hein. Je travaille en miles, mais en gros, bah, là, en défense, on a pu coffrer cette attaque d'Écosse. Non, et puis quand même, on doit une fière chandelle à Finn Russell qui fait tomber ce ballon sur la croisée, qui donne la course derrière avec les cannes de Lubiel Biarrez. C'est un essai tout fait, c'est un peu un essai casquette quand même. Et là-dessus, c'est la faiblesse de ce joueur qu'on adore. Moi, je suis un ancien du Racing, je l'ai vu jouer, et franchement, un joueur aussi facétieux, aussi atypique sur le plan du physique, aussi souriant, aussi fun, qui tente ses passes à plat, ses machins, etc. Je l'adore. Et là, il nous donne quand même l'occasion de faire le break sur un plateau. Moi, je suis ses coéquipiers, je lui dis, Finn, t'abuses là. Honnêtement, ça s'impose pas cette croisée. Fais-nous une passe normale là. Ça nous évitera de prendre un essai en contre avec les autres fusées là. Mais bon, c'est comme ça. Moi, j'étais content qu'il le fasse. Ouais, non, mais t'as raison, hein, c'est vraiment ce joueur assez fantasque qui est capable du pire comme du meilleur, mais ça, on le connaît, hein, ça fait quelques années qu'on l'a vu jouer, nous, dans notre championnat français. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est cette erreur-là des Écossais qui fait basculer le match en notre faveur, alors qu'on était quand même On n'était pas serein sûr. à ce moment-là. Voilà. Après, il faut dire très franchement, on est aussi sévère avec cette équipe-là parce qu'elle nous a tellement régalé dans des moments importants de ce tournoi que, moi, j'insiste sur ça, on ne peut pas se contenter sur ce demi-match. Voilà, contre l'Écosse. Moi, ça ne me suffit pas. De toute façon, s'ils n'avaient pas fait le match qu'ils ont fait en Irlande, on serait en train de dire il faut que Galtier sorte. C'est la fin de l'histoire. C'est clair. Heureusement, ils ont fait ce match, qui est un match, tu as peut-être écouté notre épisode de la semaine dernière, qui pour nous, on a pensé vraiment un match complètement référence, fondateur, qui peut faire trembler la planète rugby totalement en disant, quand ils sont dans un jour comme ça, les Français sont injouables. Injouables. Donc, ils l'ont fait. Maintenant, ils peuvent bâtir là-dessus. Il n'avait qu'un match après à gagner, le contrat est rempli, ils l'ont gagné, ils ont remporté le tournoi. Maintenant, il reste 2 ans, donc on voit comment ils se préparent maintenant. Ils vont dire, d'ici 2 ans, il y a 25 matchs avant la Coupe du Monde. Et la finale de la Coupe du Monde qu'on doit gagner, c'est dans 25 matchs. Et ils vont compter tous les matchs un par un, et ils doivent gommer tous les défauts entre maintenant et ces 25 matchs. Bonne chance à lui, parce que la route est encore très longue. Il a montré des choses exceptionnelles, mais pour moi, ils n'ont pas levé tous les doutes. En particulier, être capable d'enchaîner des matchs contre les Sudaf, les Australiens, les Blacks et les Anglais
pour aller chercher la timbale de la Coupe du Monde avec ce que sont en train de préparer les Australiens, on les a vus au mois de novembre. La Coupe du Monde, elle va être chez eux. Ils ont sorti des mecs du 13. Ils ont toujours des mecs qui sortent de nulle part avec des physiques, des qualités techniques totalement improbables. C'est quand même gros temps. Donc c'est bien parce que c'est un gros challenge. Ils sont loin d'être favoris à ce stade, mais je trouve qu'ils nous ont donné le droit de rêver. Voilà. Petit mot pour le coup, je trouvais qu'il a fait, 8 plaquages dans la première mi-temps, quelque chose comme ça, c'était vraiment exceptionnel. C'était une soirée ou on va dire un Six Nations de record pour nous. Aussi, pour Louis Bébé, elle a égalé le record d'essais marqués dans un sort de tournoi avec 8. Nous, l'équipe de France avait 30 essais quand même, qui a donc battu en fait, les Anglais qui avaient 29 avant. Donc voilà, et bien sûr, comme on a dit, Ramos, avec maintenant plus de points que Michela qui passe au numéro 1. Et c'est quand même incroyable le nombre d'années qu'il a passé sur le banc en tant que remplaçant. Et c'est ça qui fout maintenant. Il joue quoi titulaire depuis... Parce qu'avant, il y avait Jaminet quand même, tu vois. Donc c'est assez incroyable que depuis très peu de temps, il a déjà passé Michalak. Bon, je voudrais faire le con, le professeur Nimbus, et dire que les 8 essais de Louis Biarret, c'est très bien, mais c'est dans un tournoi à 6 nations et donc 5 matchs, et qu'il y avait 2 gars qui l'avaient fait dans les tournois à 5 nations et donc à 4 matchs. Bon, c'était en 1914 et en 1925, mais c'était un Écossais et un Anglais. Ne les oublions pas. Allez, quand même, on a gagné ce tournoi, on est très content. Si on parlait de notre 15 de tournoi, est-ce que vous avez des personnes qui viennent à la tête pour cette première ligne? Moi, j'aime bien. J'ai trouvé ses performances. Alors, c'est peut-être pas le premier que vous aurez mis. Hein. J'aime bien le pilier gauche de l'Italie, le Fischetti. Là, je le trouve assez agressif sur les plaquages. Il a cette tendance à monter en pointe, à bien lire en défense. Et j'ai trouvé que, notamment contre nous, il avait été plutôt assez performant. Alors, ça reste une équipe, évidemment, qui n'a pas beaucoup gagné dans ce tournoi. Mais moi, très franchement, c'est lui, mon pilier gauche, quand même, du tournoi. Tu vois. En talonneur? En talonneur, c'est assez complexe hein, parce que on a vu du très bon Movaka, comme on a vu du moyen. On a vu, il faut quand même souligner la centième de Diami Georges avec l'Angleterre. Voilà, c'est aussi une énorme performance pour lui. Mais oui, après, voilà, la présence évidemment des talonneurs irlandais par rapport à leur performance derrière les ballons portés. Hein, ça, c'est sûr que ils sont plutôt performants là-dessus. Et puis après, à droite, vous avez bien compris, je ne mettrai pas Antonio hein, comme pilier droit. Mais voilà, il y a plein. Aujourd'hui, on se rend compte que les piliers droits ne sont plus uniquement là pour faire la mêlée. Donc aujourd'hui, ça se tient. J'ai envie de dire, on a une espèce d'harmonie sur le niveau des piliers droits, avec pour moi en retrait quand même la performance de notre pilier droit français titulaire. Et donc il faudrait vraiment qu'on travaille dans les années à venir pour rassurer pas mal de monde. Oui, moi j'aime beaucoup, tu le sais, Andrew Porter, le pilier gauche irlandais. Je trouve que c'est un sacré joueur qui est quand même un incroyable guerrier. Bon, il a une dégaine assez improbable et pour moi, ça lui donne aussi des points. N'oublie pas que c'est lui qui nous a pété Antoine Dupont. Hein, donc attention quand même à ce que Oh, tu vas c'était dire. quand même plutôt Tagburn. Ouais, alors sur les images, on voit quand même qu'il a une incidence. Hein, Il a sur une le incidence. Bon, ok, donc ouais. c'est un peu moche de le choisir, je reconnais. Néanmoins, moi, je garde Movaka. Il a fait sa boulette contre ce match-là, mais je trouve qu'il a fait quand même un match assez extraordinaire. Et puis, bon, parce que les Anglais ont toujours un jeu d'avant costaud, et comme tu dis, il y a beaucoup de bons piliers. Will Stewart, l'Anglais, a fait un très beau tournoi aussi. Hein, donc, je trouve qu'à ces trois-là, ça a fière allure. J'ajouterais juste gros pour moi, en fait, parce que je trouvais qu'il a fait un super tournoi pour nous. Je voyais sa tête chauve là, partout. Je trouve pour un pilier, il bouge bien en attaque comme en défense. Allez, celles qu'on aime le plus, c'est les deuxièmes lignes. Vas-y, John. Moi, je suis un grand fan. Il y a deux joueurs que j'adore. Hein. C'est Itoge, évidemment, dans la performance et dans la continuité de ses performances. Et puis un autre, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est McCarthy, hein, le deuxième de l'Irlande, que je trouve absolument phénoménal aussi, qu'on n'a pas beaucoup vu parce que je crois il me semble qu'il a été suspendu, ou il y a une histoire par rapport à ça. Et il a pris un carton. Bah, contre nous, il a pris un jaune pour une vilaine tirette en arrière qui était vraiment pas digne de lui, parce que c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi, il a un physique, mais de maboule. Quand on aime les deuxièmes lignes gaillards, mais lui, c'est vraiment un monstre. Bon, moi, je rajoute Flamand quand même dans le coup, parce que pour moi, c'est un des bons hommes du tournoi, même s'il n'avait pas fait les matchs du début où il était blessé. Troisième ligne, peut-être on va voir des noms un peu français quand même. Ouais, on peut pas faire l'impasse sur François Cros. Je pense que c'est vraiment le grand bonhomme de ce tournoi en troisième ligne. Il a montré ce que c'est qu'un troisième ligne guerrier, leader, par l'exemple, par la performance, un nombre de plaquages complètement invraisemblable. Bon, voilà, pour moi, c'est le boss. Ensuite,
Pour moi, l'anglais Ben Earl reste quand même une référence aussi en troisième ligne. C'est un joueur qui fait vraiment mal, qui rentre, qui prend tout le temps des courses rentrantes, qui arrive à gagner du terrain, à faire jouer derrière lui. Enfin, pour moi, ça reste un joueur très impressionnant. Et puis, je mettrais bien Lamaro en troisième ligne parce que c'est un joueur très, très costaud, qui est très régulier. Je crois que c'est le capitaine italien. Et franchement, avec une équipe comme ça, on est pas mal aussi. Moi, plutôt d'accord avec toi, mais je rajouterais, alors même si c'est vrai qu'on a des performances un petit peu en dedans sur ce tournoi, c'est Van der Flier, qui est un joueur que j'adore aussi, le troisième casqué rouge là, de l'équipe d'Irlande, que je trouve vraiment très judicieux dans tous ses choix et dans ses performances, même si je l'ai trouvé quand même un petit peu en retrait cette année-là. Voilà, après, je suis plutôt d'accord sur les options. Moi, j'aime bien les troisième lignes pénibles, donc je suis plutôt d'accord avec tes choix sur la troisième ligne du 15 type. Moi, je pense que vous avez loupé Jack Morgan, les gars. Il a fait 25 sur 25 la semaine, il y a 2 semaines. C'est quand Ouais, même. c'est pas dégueu. Chaque fois, on sent avec sa tête, tu vois. Il est toujours. Il a quoi? Il est super jeune. Il est capitaine de son équipe. Et même si ça va mal, bah lui, il paye. Il paye avec son temps sur le terrain. Et il paye avec son sang quand même. Ouais, mais Tiki, bon, on m'a toujours dit, est-ce qu'il vaut mieux être le meilleur des nuls ou être le plus nul des meilleurs, tu vois? Donc, c'est quand même les questions qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. Voilà, c'est capitaine du Pays de Galles. Est-ce que ça vaut C'est pour cuillère être de dans le bois, quoi. 15 type Ouais. du tournoi, Non, ça quoi? paraît difficile. Une petite pièce aussi pour Jamie Ritchie, qui est un sacré client de troisième ligne, casse-pied pour les adversaires. On peut même dire casse-couille, je crois, parce que vraiment, c'est le Avec sa petite tête d'ange aussi. Je pense qu'il a un regard c'est d'ange, tu ça. vois. Le Par contre, il est pas chérubin marqué, hein, tu vois. infernal. Il a les cheveux un peu bouclés et tout. Il a pas trop de traces. Allez, le 9-10. Ouais, neuf, effectivement, on est quand même obligé de parler d'Antoine Dupont, hein. C'est mal terminé pour lui, mais il y a une telle incidence, une telle importance de ce joueur-là dans le collectif français que voilà, on voit bien aussi parfois, hein, comment on tremble, hein, dès qu'il lui arrive quelque chose. Donc effectivement, bah, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui c'est le meilleur joueur du monde, hein. J'ai envie de dire peut-être tout sport confondu. Voilà. Après l'ouverture, ouais, voilà, on peut alterner du très bon, du très fantasque ou du très propre, parce qu'on n'a pas parlé de Romain Tamac, hein, qui a pas fait des choses folles, mais enfin, qui a fait des choses dont on n'attendait pas forcément de lui. Donc voilà, je ne le mettrai pas là, hein, Tamac, mais c'était aussi pour dire que, enfin, aujourd'hui, on a quand même dans le tournoi des destinations au moins 4 ou 5 ouvreurs, hein. On pourrait parler effectivement de Garbici, qui a aussi des belles performances avec l'Italie. Pour moi, ça se tient. J'ai pas la sensation qu'il y en ait un vraiment qui Moi, prenne le dessus. ouais. Ça avait peut-être un à mettre, c'est peut-être les performances de Ramos quand même, hein, aussi au début du tournoi, hein, que moi je trouve, très franchement, plus impactant au poste de numéro 10 qu'au poste de numéro 15. Voilà. Après, c'est pas moi qui fais les choix, mais je trouve qu'il a quand même une excellente lecture du jeu et des choses qui sont quand même assez utiles, hein, les utility back comme on peut avoir aujourd'hui. Ouais, Antoine Dupont est incontestable, en dépit de sa blessure et de sa disparition pour le dernier match. Voilà, c'est le boss à ce poste au niveau mondial. Il porte le ballon, voilà, il fait peur à tout le monde, il fait l'admiration de tout le monde, et que ce soit ses adversaires ou ses partenaires. Donc, pas photo là-dessus. Moi, j'irais chercher Finn Smith, qui a quand même eu le talent de de pousser soit au centre, soit à l'arrière Marcus Smith, ce qui est quand même pas rien. Donc, ils ont le même nom, mais ils sont pas frangins, comme on le voit. Mais je crains que ce soit le grand bonhomme à l'ouverture pendant les années qui viennent côté anglais et qui m'inquiète un peu. Et je passe directement aux ailiers parce que Louis Bielbiarré d'un côté et puis Freeman de l'autre, l'anglais, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. On voit que Penaud a eu du mal à être régulier. C'est un joueur que j'adore, vraiment que j'adore. Mais il y a eu voilà, des petits sujets peut-être de concentration. Il a pris un petit coup de frigo pour un match, ce qui veut dire des choses sur le fait que c'est pas un leader incontesté, incontestable. Voilà, Louis Bielbarrel, lui, a gagné sa place. En revanche, Freeman chez les Anglais me fait très, très forte impression. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, sur ces postes-là, il y avait très peu de discussions. Moi, je m'attendais comme sur le poste de centre, hein, parce que moi, je suis pas un expert. Hein, j'ai pas fait beaucoup de passes dans ma vie, mais je suis capable parfois de voir ce qui se fait bien. J'adore moi le centre de l'Écosse. Hein. Hugh Jones, je le trouve, mais absolument Il est propre dans magique. tout ce qu'il fait. Voilà, c'est pas superflu. Tous les gestes ont un vrai sens. Après, la paire de centres italiens, là, les deux Ratagas avec les casques, qui mettent des carreaux à tout le monde et qui après sont dans le jus et qui n'arrivent pas à finir les actions, moi je les trouve aussi hyper percutants. Et évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais la performance de Moefana, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et qu'on attend de confirmer évidemment, à la fois en club et à la fois en sélection,
voilà, grosso modo, c'est évidemment ces trois-là qui se partageront notre sélection pour l'élite du tournoi. Ouais, Moefana et Hugh Jones au centre, je suis complètement d'accord avec toi. Et à l'arrière, écoute, moi je vais quand même rendre à Ramos ce qui est à Ramos, parce que c'est vrai qu'il est polyvalent et que parfois il est presque meilleur à l'ouverture, mais c'est un joueur qui déçoit très très peu, qui est quand même d'une régularité assez incroyable, qui a, bon, en plus de son jeu au pied, il devient quand même le meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France au pied, c'est quand même pas rien. Il a une, malgré tout une belle présence sur les ballons hauts, même si c'est pas parfait, mais c'est devenu tellement difficile qu'honnêtement, je vois pas qui peut être parfait sur ces phases de jeu aujourd'hui. Et encore une capacité de relance et de pied, de précision au pied, d'aller chercher des 50-22, d'aller chercher des longs jeux au pied de déplacement dans des moments clés, etc., qui est remarquable. J'en profite pour saluer aussi la longueur du jeu au pied de Lucu, que j'avais pas forcément réalisé. Et sur ce match-là contre l'Écosse, il a eu un nombre de coups de pied où il les a renvoyés à 70 mètres qui m'a absolument impressionné. Bon, super, merci pour vos 15 de tournoi, les gars. En fait, beaucoup de ces noms-là, on va les revoir cet été pour The Lions. En fait, je fais ça vite fait. On sait qu'on avait déjà parlé avec Théo. Il y a une dizaine de matchs qui vont venir. Il y a tous les anglo-saxons qui vont descendre à Australie pour jouer contre plein d'équipes différentes. Mais il faut noter qu'il y a 3 matchs principaux contre les Wallabies. The Lions contre Wallabies, en gros, en fin juillet, début de août. Et donc, on disait, en fait, qu'est-ce que tu en penses, en fait, John? Est-ce que c'est bien que tous ces joueurs anglo-saxons, ils prennent beaucoup plus de confiance et d'expérience à l'international? Est-ce que toi, tu es plutôt pour les Lions ou pour les Wallabies en ce cas-là? Moi, je me rappelle, j'avais un pote à moi qui était un mélange argentin-écossais. Il était reparti quand il avait joué avec moi à Grenoble. Il était reparti en Écosse et je crois que c'était la tournée des Lions en Afrique du Sud. Et au Royaume-Uni, ils sont absolument dingues des Lions, mais vraiment des trucs assez incroyables quand tu penses comment les Anglais peuvent être détestés par les autres pays, évidemment du Royaume-Uni. Mais je trouve cette ferveur assez incroyable où il y a vraiment cette dimension-là d'union, hein. Et ça permet évidemment de voir des matchs de très très haut niveau. Ce qui n'est pas la bonne nouvelle pour nous, c'est que ça va permettre à l'équipe d'Australie de encore se renforcer, de savoir exactement où ils en sont. Et très franchement, j'ai peur qu'on ait, autant ils ont été très décevants en 2023, les Australiens, autant ce genre de tournée leur permettra de se renforcer en confiance, en densité et en expérience. Et j'ai peur qu'on soit obligé de compter sur les Australiens pour leur Coupe du Monde en 2027. Mais ouais, moi je trouve cet événement assez incroyable quand tu fais entre 10 et 12 de matchs réunis sur allez, un mois et demi de tournée. Je trouve ça fou et ça doit être des aventures humaines extraordinaires. Et voilà, et je me dis pourquoi on n'inventerait pas ça, non? Je sais pas, les Latins, par exemple. Les Latinos, les Gypsy Kings, on dirait. Les Espagnols, les Italiens, les Français qui font des tournées comme ça, j'en sais rien. Il y a des choses à imaginer, mais effectivement, je trouve que voilà, c'est vraiment, il y a ce charme-là dont on a du mal à s'imprégner, nous, hein, parce que je pense que la tournée des Lions, n'importe où ils aillent, ça n'intéresse pas le Pékin lambda supporter du 15 de France, alors qu'au Royaume-Uni, ils en sont mais vraiment mais dingues, complets, quoi. J'aime bien ton idée, John. Je pense qu'on mangerait mieux quand même dans notre tournoi, nous. C'est clair. Allez, tu as parlé de l'Australie, mais la France, en fait, on va aller voir les Australiens à la fin de cette année. C'est notre dernier match de l'équipe de France cette année. Mon cher Théo, est-ce que tu peux nous présenter, en fait, les matchs qui nous restent et donc, bien sûr, les épisodes qu'on va faire parce qu'on fait un épisode pour chaque match des 15 de France. Nous, on est toujours fidèles au poste, hein. C'est pour ça que ça fait 150 épisodes qu'on est là, Thierry, quand même. On rigole pas trop avec l'assiduité. C'est un truc où on est pas mal. Donc, écoute, le 21 juin, je comprends pas pourquoi, parce qu'en général, c'est les tournées d'été où on s'en va, mais on va jouer contre les Anglais. Donc, c'est une drôle de nouvelle, mais je l'ai vu et ça a pas l'air d'être un poisson d'avril. Ensuite, on va en Nouvelle-Zélande. Et là, on a tout simplement 3 test matchs en Nouvelle-Zélande. Le 5 juillet, le 12 juillet, le 19 juillet. Et puis cet automne, on aura l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie, justement, pile 2 ans avant la Coupe du Monde. Donc ce sera une manière de s'étalonner de manière sérieuse. Mais c'est un très gros programme, hein. Une tournée en Nouvelle-Zélande avec 3 matchs là-bas. On sait que c'est toujours un énorme défi. N'oublions pas que les Néo-Z, ça reste quand même, en dépit de leurs résultats de ces dernières années et du fait qu'ils n'aient pas été champions du monde, la référence absolue pour plein de raisons qu'on a déjà détaillées ici. Et pour les Français, aller gagner en Nouvelle-Zélande, et on l'a déjà fait pas mal de fois, ce sont des sommets. Donc,
c'est un challenge pour cette équipe. Est-ce qu'ils vont être capables de se retrousser les manches, de refaire en fin de saison des matchs comme ils ont fait cette année en milieu de saison pour aller taper les Irlandais, les descendre de leur piédestal? Ça va être 3 gros rendez-vous au mois de juillet. Donc nous, on sera là en tout cas. Toi, je sais pas où tu seras, John, mais nous, on sera là. Non, mais c'est sûr que c'est toujours des beaux challenges. Après, quelle équipe partira en tournée au mois de juillet avec la liste de joueurs protégés, avec des choses qui. Voilà, est-ce que c'est parce que j'ai quand même la sensation que maintenant les tournées du mois de juin, les tournées de fin de saison, c'est un peu les cadeaux pour les sélections, hein. On a pu voir en Argentine notamment. Donc, est-ce que ça donne vraiment de la valeur? Je sais que les Néo-Zélandais rêvent effectivement d'avoir les meilleurs joueurs français pour nous recevoir. Ils rêvaient notamment d'avoir Antoine Dupont. Ah là, ils Bon, l'auront pas. malheureusement Ouais. pour eux, ça sera pas pour cette année, mais voilà, c'est une belle année 2025 pour nous, pour se tester face aux futures grandes nations, en tout cas les anciennes et les futures, et celles notamment pour 2027. Et voilà, et on verra vraiment si aujourd'hui les nations du Nord ont potentiellement une chance de l'emporter en 2027, parce qu'il faut pas l'oublier, hein, ça arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, et qu'on a beau s'étalonner pendant le tournoi de destination, la vérité, c'est les nations du Sud qui nous l'imposent depuis tant d'années. Ouais, et puis là, ça va être l'occasion peut-être pour Fabien Galtier d'emmener des jeunes joueurs pour leur montrer un peu ce que c'est que le rugby au bout du monde, aux antipodes, là-bas. La Coupe du Monde, ça va être là-bas Bah, je sais aussi. pas si c'est un cadeau, hein. Je sais pas si Non, c'est un cadeau. mais c'est peut-être là aussi que tu apprends à t'aguerrir et à mesurer l'écart qui te sépare du très très haut niveau, de l'exigence absolue, de la rigueur britannique et en même temps de la culture rugby, de la culture maori qui compte tellement dans ce sport. Donc je pense que c'est quand même l'occasion d'aller se frotter à plus costaud que soi et c'est des occasions de grandir. Bah, tu sais comment, on a joué au rugby, on n'aime pas trop se confronter à plus costaud que nous, hein. Donc, en général, on y va plutôt à reculons. Mais oui, tu as raison sur l'expérience. Voilà, s'il y a vraiment une année, l'année 2025, qui doit servir de test pour Fabien Galtier, c'est vraiment là, cette année, pour voir quels sont les futurs potentiels pour le remplacer les quelques joueurs qui ne pourront pas aller, les joueurs actuels qui ne pourront pas aller jusqu'à 2027. Et voilà, il faut plus tarder, hein, parce que il va leur laisser seulement 2 années de formation. Et puis après, c'est feu, hein, c'est balle réelle lors de la Coupe du Monde en Australie, quoi. Ouais, tout à l'heure, John, tu parlais de Tevita Tatafou, et c'est vrai que je me suis interrogé, donc j'ai vérifié, en fait, il a été blessé au genou, donc il est revenu à la compétition, et je pense qu'il était trop juste physiquement pour rentrer dans le squad de l'équipe de France. Peut-être qu'il ira faire la tournée d'été, mais en tout cas, c'est un joueur que j'avais bien aimé cet automne. Peut-être que c'est lui la relève qu'il nous faut à droite, à suivre. Yes. Allez, il y avait aussi un autre Six Nations, le fameux Six Nations bis, où on avait Georgie qui a gagné contre l'Espagne, mais après pas mal de surprises en fait. On pensait que Portugal allait gagner facilement contre Roumanie, mais pas du tout. C'est Roumanie qui a gagné 21-7, donc Portugal finalement qui sont quatrième et Roumanie sont troisième. Et petite surprise aussi, la Belgique qui a battu Néerlande et en fait, mes voisins, les Suisses, ils ont battu l'Allemagne pour rester dans le Rugby Europe Championship. Donc bravo à eux. Donc j'ai pas pu les voir jouer cette année. J'ai vu l'année dernière contre la République tchèque. Donc peut-être l'année prochaine, je peux les voir contre Géorgie. Peut-être ils vont prendre moins de 100 points comme cette année quand même. Moi, j'ai deux petites infos sur ce tournoi B. Quand même, saluer la retraite du capitaine de l'équipe de Suisse, un certain joueur qui s'appelle Cyril Lin, qui avait joué notamment du côté de Lannemezan à l'époque où Lannemezan était monté en Pro D2, qui met un terme à sa carrière internationale de Suisse. Donc ça, c'est assez fun. Et quand même, souligner quand même la 5e place de la Belgique qui leur offre la qualification pour le dernier tournoi ultime de qualification pour la Coupe du Monde. Puisqu'on sait que cette année, il y a 4 nations du tournoi B qui sont qualifiées, hein, la Géorgie, l'Espagne, le Portugal et la Roumanie. Et la Belgique qui jouera l'ultime tournoi de qualification pour avoir le dernier qualifié pour la Coupe du Monde 2027. Et donc la Belgique, il y a aussi notamment des joueurs avec lesquels j'ai pu évoluer du côté de Béziers, avec Gillian Benoît et William Van Bost, qui font partie des joueurs cadres de cette équipe de Belgique. Donc comme quoi le rugby se joue bien de partout en Europe, et ça c'est assez bien dans le développement sur le territoire européen. Néanmoins, pas sûr pour nos amis belges que ce soit un cadeau de jouer la Coupe du Monde. Ça peut faire quelques Ouais, matchs avec des scores de basket. après, tu sais, l'ouverture à 24 nations, ça veut bien dire qu'on aura des nations encore plus faibles que Oui, ce c'est qu'on a pu sûr. avoir. Donc voilà, moi je préfère avoir des nouvelles équipes que me retrouver encore avec les USA ou les Canada. Hein. Désolé, hein, Thierry, mais se retrouver avec ces nations-là qu'on a déjà vues et voilà, qui montrent aussi que le rugby se développe dans d'autres territoires. Et je suis de tout cœur, et on n'en a pas parlé là, mais avec l'équipe d'Algérie quand même, qui va jouer son tournoi de qualif cette année, la Coupe d'Afrique des Nations de première division, pour être potentiellement à la Coupe du Monde 2027, même si on sait que le pays dominateur aujourd'hui, c'est la Namibie et que ça sera sans doute la Namibie. Mais dans un coin de ma tête, je me dis, s'il y a 5 6, 7% pour l'équipe d'Algérie, j'espère qu'ils les saisiront à pleine main et qu'on verra cette équipe-là en Australie.
Oui, je me souviens dans le premier épisode qu'on avait fait, tu étais prêt pour potentiellement aller aux Coupes du Monde pour jouer contre la France et la Nouvelle-Zélande. Exactement, c'était parce qu'en fait, on avait déjà eu le tirage au sort et donc le pays qui sortait de la zone Afrique se retrouvait dans la poule de la Nouvelle-Zélande et de la France, avec notamment un France-Algérie qui était programmé à Marseille. Je te laisse imaginer la folie que ça aurait pu être. Et malheureusement, sur ce tournoi-là, on avait terminé troisième et donc la Namibie avait joué son match à Marseille face à la France. Donc ça aurait été quand même un truc assez sympa pour terminer ma carrière, je ne te cache pas. Bon, on va les soutenir avec toi. Allez, les Six Nations, c'est fini, mais c'est pas fini non plus, parce qu'en fait, le Six Nations féminine va commencer ce week-end. Il y a la France qui va jouer contre l'Irlande chez eux. Ensuite, on va jouer l'Écosse, le Pays de Galles, l'Italie, et pour finir, toujours contre l'Angleterre. L'année dernière, il faut dire qu'on était plutôt pas mal face à toutes ces équipes, sauf les fameux Anglais qui nous a battus 42-21. C'est quand même on va dire l'équipe le plus fort de loin dans notre hémisphère nord. C'est surtout l'équipe qu'on n'arrive pas du tout à battre depuis plusieurs années. Donc c'est ça le gros challenge des filles. Moi, j'aime vraiment bien ce championnat. Je trouve qu'elles ont incroyablement progressé pendant des années. Honnêtement, le rugby féminin, je m'en foutais. Et j'étais vraiment un gros macho débile. Et en fait, je trouve que c'est devenu super sympa à regarder, mais là, elles ont un vrai sujet, un vrai plafond de verre, battre les Anglaises. Il faut y arriver, c'est plus possible de se prendre à chaque fois des dérouillés, et notamment devant, où ça souffre trop, parce que les Anglaises ont un jeu d'avant à l'ancienne, dont on n'arrive pas à se défaire. Et il y a surtout la préparation de la Coupe du Monde qui aura lieu quelques mois après pour les filles cette année, donc il y a un vrai enjeu quand même de performance et de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport aux Anglaises qui font évidemment partie des favorites pour le titre. Oui, comme tu dis, la France, on va jouer contre Italie, Brésil et Afrique du Sud pendant ce Coupe du Monde, en fait, qui va démarrer fin août et finir en septembre. Donc, des choses à préparer pour ce moment-là. Bon, écoute les gars, c'était un vrai plaisir de parler de Six Nations avec vous, de cette victoire et de tous nos médailles respectives individuelles et collectives. John, merci beaucoup d'être là avec nous. Petite news pour nous, en fait, c'est pas le seul épisode qu'on va faire cette semaine, parce que là, on participe à un truc qui s'appelle le Podcaston. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a plein de podcasts autour du monde entier. C'est une idée française d'ailleurs. C'est toujours des bonnes idées qui sont françaises là, comme ça. Et c'est des podcasts qui sont autour du monde. En fait, on offre une opportunité à une organisation de venir et parler de leur cause sur notre podcast. Et en fait, j'ai pu parler avec Guillemette Petit, qui est la directrice de l'organisation Play International. Donc voilà, et Play International qui a beaucoup de projets éducatifs et humanitaires en France, mais pas que, en 19 pays différents. Donc là, ça va être un petit épisode à la fin de cette semaine, parce que on adore soutenir le sport, l'éducation, et voilà, c'est dans les valeurs de rugby, dans les valeurs de nos sports. Ben, c'est chouette. Continuez à faire ça, parce que je crois qu'on a besoin de se resserrer un peu les coudes tous ensemble, puisque aujourd'hui, voilà, l'humanité est en train de se tirer dans les pattes, et il y a vraiment le rugby, je pense, que doit nous servir à continuer à nous rassembler, et bravo pour ce que vous faites, pour soutenir aussi ce genre de cause. Oui, eh bien écoutez, nos chers écouteurs, merci à tous d'avoir partagé tout ce tournoi avec nous, ce 150e épisode avec notre invité spécial John qui nous fait l'amitié d'être là. On fait un petit coucou à tous nos auditeurs qui nous font des signes. Moi, j'en fais un à Marie-Aline. Voilà, on sait qu'elle attend nos épisodes avec impatience. Alors, elle n'a pas le gabarit d'un joueur de rugby parce que je crois que c'est un petit format, mais en tout cas, elle a le gabarit du passionné de pod et on l'embrasse en espérant que les épisodes lui plaisent, qu'elle n'oublie pas de les partager avec ses potes, les potes de son pack à elle. Et puis nous, on embrasse vous tous, bien sûr, en attendant de revenir dans quelques semaines. Et puis notre Charlie, tous les copains du pack et vous deux, les gars. Allez, à très bientôt tout le monde. Bye bye.